Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour m'accompagner, bien sûr, mon complice Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Aujourd'hui, on parle... Aujourd'hui, on va parler de BPI France, la Banque publique d'investissement, un outil... nécessaire, utile et efficace par ces temps économiques un peu difficiles. Et puis il y aura la question de l'internaute. Tout à fait, la question de l'internaute, différence entre LLD, LOA, Crédit Bail. Exactement, c'est quoi ces produits? Là aussi, très utile, vous verrez ça dans la deuxième partie. Dans notre dossier, nous ferons le bilan activité du réseau Entreprendre Isère. Composé de chefs d'entreprise, il accompagne bénévolement des porteurs de projets. Et grâce à ces bonnes fées, depuis 1999, quasiment 4000 emplois ont été créés ou sauvegardés en Isère. Et puis focus sur une exceptionnelle réussite, celle d'un traiteur devenu le roi des salades préparées. Cet artisan charcutier a commencé par sillonner les marchés avec sa 2 chevaux et ses tréteaux. Aujourd'hui, il est à la tête d'un empire fort de plus de 700 collaborateurs. S'il est connu pour être intraitable, ce traiteur est aussi immanquable dans les rayons de supermarchés. Vous avez bien sûr reconnu Pierre Martinet, il sera avec nous. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. La crise Covid et ses effets, encore très difficiles à évaluer sur l'économie. Un vaste plan de relance est en place pour tenter d'amoindrir les conséquences. Et parmi les acteurs majeurs qui le portent, il y a donc BPI France, la Banque publique d'investissement. Mais qui est-elle et comment intervient-elle? On va en savoir plus avec Alain Denisot. BPI France, quels sont les objectifs que lui assigne l'État, Alain? Alors, la Banque publique d'investissement a été créée fin 2012. On le verra tout à l'heure, c'est le rassemblement de structures qui préexistaient, mais surtout avec une vraie volonté de dynamiser l'économie et notre territoire, de créer des emplois, et puis d'aider les entreprises dans l'innovation et dans l'exportation. Donc on a une structure qui est très dynamique et qui intervient à tous les stades de l'entreprise, la création, le développement, l'innovation, la transmission, l'accompagnement en capital, et qui intervient aussi par plusieurs types d'interventions, les financements, toujours en partenariat avec les banques, en garantie bancaire, mais aussi en apport de fonds propres, fonds propres en capital risque, et puis en accompagnement aussi à l'international. Quelle est l'organisation? Qui est-ce qui pilote cette BPI? Alors BPI France, qui en fait est le rassemblement fin 2012 de structures qui préexistaient. On peut citer Oseo, que beaucoup ont connu, CDC Entreprises, les fonds stratégiques d'investissement, le fonds national et les fonds régionaux, et à 50-50 Caisse des dépôts, Banque des territoires et l'État. Donc c'est un organisme, on va dire, de puissance publique, qui est gouverné par un conseil d'administration, mais qui a aussi la particularité d'avoir des instances d'orientation, avec un comité national d'orientation qui rassemble les socio-économiques, les représentants des entreprises, les acteurs publics, des élus également, et des comités régionaux d'orientation qui rassemblent les mêmes types d'intervenants. BPI France, donc, c'est une structure qui vise soit à accompagner les structures bancaires, et elle l'a fait beaucoup ces derniers temps, soit à intervenir en capital via des fonds ou directement dans des entreprises, soit à aider des structures à aller à l'international avec des garanties notamment à l'export. Donc c'est vraiment un levier d'orientation économique fort des pouvoirs publics au service de l'entreprise française. C'est un levier qui s'est un peu calqué sur ce qu'ont fait nos voisins allemands il y a un certain nombre d'années, avec la banque publique KfW, qui vise à accompagner le fameux Mittelstand allemand, c'est ce mélange de grands professionnels, de TPE, de PME, pour dynamiser l'économie du territoire, des territoires et de la France. D'ailleurs, c'est un fonctionnement
partenariale avec de nombreux partenaires, BPI Oui, France. le BPI France, ça travaille avec tous les partenaires. Ce qui est intéressant, je vais prendre par exemple les partenaires bancaires que je connais forcément bien. BPI France intervient souvent en complément des financements bancaires et apporte, au-delà du second regard sur l'entreprise, un regard, on va dire, qui va rassembler les points de vue, n'étant pas partie prenante commerciale dans la relation avec l'entreprise. On travaille beaucoup avec les fédérations professionnelles également, les réseaux d'accompagnement, Entreprendre, France Active, à l'international, les réseaux d'accompagnement des entreprises internationales, le réseau Business France notamment, et puis la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement. Donc c'est vraiment une structure très large dans ses interventions, très performante et de fait, dans ces temps économiquement difficiles, très efficace. Et vous évoquiez le partenariat étroit avec les banques commerciales. Donc aujourd'hui, BPI, dans le monde normal, on va sortir du monde de la crise Covid, donc BPI est un partenaire des banques, soit en faisant des compléments de financement, donc en cofinancement, soit en caution. Elle est aussi un partenaire des banques indirectement en investissant dans les capitaux propres des entreprises, en fonds propres ou en quasi-fonds propres, et puis avec une grosse activité de financement dans les fonds régionaux. BPI est un gros investisseur régional, donc de ce fait accompagne l'activité des entreprises dans leur solvabilité, dans leur capacité à investir. Alors parlons un peu de chiffres. L'année 2020, par exemple, ça a été particulièrement intense, j'imagine. Oui, alors 2020, BPI a joué plusieurs rôles. Le premier rôle que BPI a joué, notamment vis-à-vis des entreprises, par l'intermédiaire des banques, c'est que BPI a mis sa plateforme organisationnelle et informatique pour accompagner les banques et les entreprises dans l'octroi de PGE, les prêts garantis par l'État. Les banques ont accordé les prêts garantis par l'État, mais la structure organisationnelle a été apportée par BPI, ce qui a permis d'aller extrêmement vite. C'est-à-dire que les prêts garantis par l'État sont déployés en une quinzaine de jours dans notre pays. BPI a aussi injecté des capitaux directement, des financements bancaires, 20 milliards d'euros, des fonds propres, pour 3 milliards d'euros. Donc il y a eu vraiment un accompagnement très fort de BPI dans cette crise pour aider les entreprises à passer le précipice, aider les banques à le faire et aussi aider les entreprises en capitaux propres, bien sûr. Ce qui a mis BPI dans le rouge, évidemment. Il va falloir faire un Le tour résultat sur les courant, dividendes. oui, tout à fait. Le résultat courant de BPI, c'est de l'ordre d'1 milliard d'euros. Avec des dividendes qui bénéficient à ces deux actionnaires, l'État et la Banque des Territoires, donc la Caisse des dépôts et consignations. Forcément, du fait de la montée du risque, de caution accordée supplémentaire, de provisionnement pour des risques qui sont à venir, mais aussi par des phénomènes comme par exemple la suspension des dividendes pour les grandes entreprises, puisque BPI est investisseur dans un certain nombre de grandes entreprises. BPI, cette année, a un résultat qui est légèrement négatif, une centaine de millions. Je crois qu'il faut vraiment relativiser par rapport à la valeur d'usage de cet outil économique pour notre pays. Rapidement, Alain, zoom sur les trois activités que vous évoquiez, l'international, l'innovation, l'investissement. Alors, l'international, BPI vise à accompagner des entreprises qui souhaitent se développer à l'international, à l'export, des processus d'accompagnement export, sachant qu'une entreprise qui va à l'international est plus résiliente, plus solide, plus dynamique. Et la France, depuis une vingtaine d'années, 20-30 ans, a perdu des places économiques à l'international, puisqu'en fait, dans le commerce international, nous pesions environ 6%. Aujourd'hui, nous pesons malheureusement que 3%. Ensuite, BPI apporte des capitaux au fonds d'investissement. BPI est souvent investisseur dans des fonds d'investissement, soit gérés par des structures privées, soit gérés par des structures plus publiques, régionales. Et BPI intervient dans 420 fonds d'investissement en France, gérés par 160 équipes pour des montants considérables. Et nous sommes nous-mêmes, en tant que caisse d'épargne régionale, co-investisseurs dans ces fonds avec BPI. Et notamment dans le fonds souverain régional qui vient d'être créé. Et puis BPI oriente son activité sur des secteurs prioritaires. Clairement, l'aéronautique, la santé, la relocalisation des enjeux industriels majeurs font partie de la feuille de route de BPI, ainsi que tous les engagements que nous avons vis-à-vis du climat, en termes d'investissement, en termes de conversion des modèles. Donc le rôle de BPI est très actif. C'est une histoire de vieille dame, mais qui est extrêmement dynamique sur les territoires. Voilà, esquisser les grandes priorités aussi de 2021, du coup. Oui, tout à fait. 2020, 2021, c'est des enjeux forts. Et clairement, dans le processus que nous sommes en train de partager avec les entreprises et avec BPI, nous avons maintenant les prêts participatifs
pour renforcer les fonds propres des entreprises qui en auraient besoin, les entreprises en bonne santé, mais qui ont besoin pour repartir de ces prêts participatifs. Et avec BPI, les banques seront acteurs de la mise en place de dispositifs. 15 milliards de prêts participatifs envisagés pour 2021, ce qui est aussi assez considérable et qui est un beau levier pour que notre économie redémarre. Merci beaucoup Alain, voilà qui Merci est Christophe. Très clair, on en sait un peu plus sur cette banque publique d'investissement qui a injecté donc 45 milliards d'euros dans l'économie en 2020. 80 entreprises en cours d'accompagnement par le réseau Entreprendre Isère. En 2020, année ô combien délicate, ce sont 23 nouveaux lauréats qui ont été mis sur les rails, bénéficiant ainsi d'un suivi attentif durant 3 ans pour les aider à franchir ce cap stratégique. Dans notre département, le réseau Entreprendre peut compter sur 150 accompagnateurs, bénévoles, peut-être même plus, et depuis quelques mois sur une nouvelle directrice, Nathalie Martineau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour faire un petit bilan d'activité sur ce réseau Entreprendre, qui est présidé en Isère par Bruno Bimet, une association de chefs d'entreprise, je les ai appelés des bonnes fées. C'est exactement ça, on peut le dire. Ce sont des bénévoles, 300 bénévoles, qui sont animés par la volonté d'aider de jeunes entrepreneurs à créer, reprendre ou développer leurs entreprises et par la volonté, de favoriser la création d'emplois sur notre territoire. C'est des bonnes fées. Je dis qu'ils sont 150, mais peut-être plus. Oui, ils sont un peu plus. On a une communauté de 300 chefs d'entreprise en tout. D'accord. Ça représente 3000 heures d'accompagnement bénévole en 2020, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ça se concrétise comment, ces heures d'accompagnement ? Alors, ça se concrétise de plusieurs façons. Il y a un accompagnement au long cours pour les entrepreneurs qui sont sélectionnés, qu'on appelle nos lauréats. C'est comme ça qu'on les appelle, les entrepreneurs qu'on accompagne. Un accompagnement au long cours sur 3 ans. Ils bénéficient de l'accompagnement d'un dirigeant d'entreprise. Donc, ce dirigeant et le jeune entrepreneur vont se rencontrer tous les mois pendant 3 ans. Et l'idée, c'est bien d'accompagner l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, dans sa posture de dirigeant. En fait, être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par ce parcours-là. Donc ça, c'est la première façon, en fait, d'être une bonne fée, comme vous l'avez dit. Mais il y a d'autres façons. On a tout un parcours amont de validation ou de sélection des dossiers. Donc les dirigeants qui font partie de notre association participent à ce parcours-là. Et puis aussi, ils peuvent intervenir de façon plus précise sur de l'expertise ponctuelle auprès de nos jeunes lauréats. Alors vous dites qu'ils sont accompagnés sur 3 ans parce que c'est le cap fatidique des 3 ans pour avoir une pérennité. C'est ce qu'on dit effectivement et on est nous très contents de pouvoir dire que les entreprises qu'on accompagne affichent un taux de pérennité de plus de 90%. Je crois que c'est une jolie performance dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors je le disais, 80 entreprises qui sont en cours d'accompagnement. Sur quels critères est-ce que vous les choisissez ? Alors le premier critère, le critère absolu, c'est la création d'emplois. Donc ils ont tous ce point commun-là, que d'avoir pour ambition de créer de l'emploi sur le territoire, minimum 5 emplois à 5 ans. Donc création d'emplois ou maintien d'emplois dans le cadre de reprise. Et ça, c'est vraiment le premier critère et c'est leur premier point commun. Oui, parce que vous évoquez la création, la reprise, le développement aussi. C'est des étapes essentielles qui sont accompagnées. Tout à fait, qui sont accompagnées par Réseau Entreprendre. Et puis le deuxième point commun de ces lauréats, c'est qu'ils ont la volonté d'être accompagnés. Parce que pour que l'accompagnement réussisse, il faut avoir envie d'être accompagné et puis être prêt à écouter les conseils ou parfois des remarques qui vont peut-être déranger, mais il faut avoir envie d'être accompagné en tout cas. Alors vous-même, vous êtes directrice de ce réseau Entreprendre Isère depuis quelques mois, mais c'est un secteur que vous connaissez bien, notamment pour être passé par GEM et par son incubateur, par l'Université Grenoble-Alpes. L'accompagnement augmente les chances de réussite ? Alors oui, nous, c'est ce qu'on constate. Je pense que c'est une réalité. Nos partenaires banquiers en témoignent. Je crois qu'un lauréat qui est accompagné par Réseau Entreprendre est plutôt bien reçu quand il s'adresse à nos partenaires bancaires, enfin que ce soit nos partenaires ou d'autres banquiers. Oui, bien sûr, c'est un facteur clé de succès. D'autant que cet accompagnement, il ouvre la porte aussi à un prêt d'honneur. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que nos lauréats, en plus de l'accompagnement individuel, bénéficient d'un accompagnement collectif, c'est-à-dire ils se retrouvent avec leurs pairs pour traiter un certain nombre de sujets entre pairs, et puis on leur accorde un prêt d'honneur à la personne en fait, qui leur permet de bénéficier d'un effet levier justement quand ils vont voir les banques. L'année dernière, c'est plus d'1 million d'euros de prêt d'honneur qu'on a octroyé, donc directement injecté dans l'économie locale.
Bon, au total, depuis 1999, date de la création du réseau Entreprendre en Isère, ce sont 12 millions d'euros de prêts qui ont été accordés. Hein. Donc avec l'effet levier que vous évoquez, on voit bien la masse d'argent que cela représente. Quasiment 4000 emplois créés ou sauvegardés. C'est ça. Et 300 entreprises accompagnées. Voilà, c'est ça, depuis 20 ans. Et sur les 3 dernières années, on a comptabilisé 684 créations d'emplois à la fin de l'accompagnement. Donc il y a un vrai impact en fait, de notre action sur le territoire. Bon, l'objectif 2021, c'est encore une trentaine de nouveaux lauréats. C'est ça, exactement. La bonne nouvelle, c'est que malgré la crise, on ne voit pas nous faiblir d'élan entrepreneurial. On a de plus en plus de demandes. Et donc, on espère accompagner une trentaine de lauréats cette année. Avec un grand thème, les entreprises à impact. Tout à fait, tout à fait. En fait, l'idée, c'est de se dire que dans cette période troublée, la force d'un réseau, elle réside dans la solidarité et dans la bienveillance. Et puis dans la capacité à prendre soin de notre communauté pour nous, mais aussi prendre soin de l'environnement puis de la société. Donc ça fait plusieurs années qu'on accompagne déjà des lauréats qui s'inscrivent dans des démarches à impact. Mais là, pour répondre à une demande qui est toute sociétale en fait, on a décidé effectivement de mettre l'accent sur l'accompagnement de ces entreprises-là et puis aussi d'embarquer toute notre communauté dans une démarche plus vertueuse. On croit dans la stratégie des petits pas, on va dire, et dans le partage de bonnes pratiques. Donc on démarre là à la fin du mois une série de rencontres où des entrepreneurs vont partager des bonnes pratiques. Par exemple, comment moi, chef d'entreprise, j'ai réduit mes émissions carbone, comment moi j'ai diminué ou optimisé mes emballages pour diminuer les déchets, comment j'ai relocalisé mes approvisionnements, voilà ce genre de choses-là. Et on espère que ce partage de bonnes pratiques aura un effet boule de neige et vertueux. Bon, puis j'imagine qu'il y a pas mal de chefs d'entreprise accompagnés qui deviennent par la suite des accompagnateurs. Alors oui, c'est exactement ça. Un de nos grands principes, c'est la réciprocité et l'idée de se dire qu'on a bénéficié d'un accompagnement et qu'un jour, on pourra le rendre à de jeunes entrepreneurs. C'est vrai que c'est assez motivant pour nos jeunes lauréats. Encore une fois, être accompagné, c'est essentiel et c'est un gage de réussite. C'est un réseau extrêmement puissant, le réseau à entreprendre. Mais c'est vrai que le chef d'entreprise, et notamment l'entrepreneur qui crée, est très isolé par nature. Par définition, le chef d'entreprise est seul. Il est isolé, mais encore plus quand il crée, quand il reprend, puisque c'est une nouvelle activité, c'est un nouveau métier, enfin une nouvelle structure à créer. Donc d'être entouré, d'être accompagné, de partager les expériences, c'est très puissant. Et je confirme en tant que banquier qu'effectivement, un dossier qui est porté par le réseau Entreprendre, c'est un dossier qu'on regarde très positivement parce que le dossier est positif. Et je confirme aussi, à titre plus individuel, j'ai un ami qui était lauréat du réseau Entreprendre, le souci de rendre, de parrainer, d'accompagner est extrêmement fort. Extrêmement fort. C'est ce qui fait notre ADN en fait. Donc voilà, et les membres qui donnent du temps, les bonnes fées comme vous les appeliez, disent qu'ils donnent mais qu'ils reçoivent beaucoup de cet accompagnement. C'est très marquant et je pense que pour un entrepreneur d'être passé par Entreprendre, dans sa trajectoire, dans sa façon de voir l'entrepreneuriat et ce collectif d'entrepreneurs est très structurant, quoi. C'est une empreinte, c'est une marque de fabrique. Oui, c'est ce qu'ils disent. Oui. Et puis je suis sûr qu'il y a d'autres relations qui se nouent d'ailleurs, des relations d'amitié qui doivent se nouer complètement. Au-delà du conseil. Surtout quand on traverse ensemble des difficultés, ça crée des liens. Merci beaucoup Nathalie Martineau d'avoir été avec nous. Dans un instant, le traiteur intraitable sera avec nous. Chacun a reconnu Pierre Martinet. Son nom est devenu une marque, son slogan une signature. Dans ses cuisines à Saint-Quentin-Fallavier, il produit une centaine de recettes de salade avec la capacité de sortir 40 000 barquettes à l'heure. Un site qui vient d'ailleurs de s'agrandir. À tout de suite. La SAFER, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, bien sûr, notre consultant. Dans un instant, Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Il sera avec nous. Vous savez, il a commencé en 1968 avec une petite charcuterie et la tournée des marchés. Aujourd'hui, son empire réalise un chiffre d'affaires de 178 millions d'euros. Avant cela, la traditionnelle question de l'internaute dans Classe Affaires. Vous pouvez nous envoyer votre question. Alain y répond. Alain, cette semaine, la question est signée de Virginie, qui veut avoir des précisions sur les différences entre LLD, LOA et Crédit Bail. Tout à fait. Alors déjà, donner le sens de ces acronymes. LLD, c'est location longue durée.
LOA, c'est location avec option d'achat, et crédit bail, c'est le crédit qui permet de louer un bien, et en général par des professionnels des entreprises, pour in fine pouvoir en devenir propriétaire. La LOA, c'est un peu la même chose, location avec option d'achat, beaucoup pour les véhicules, les particuliers qui peuvent choisir avec un loyer, dont un premier loyer majoré, de louer un véhicule pour une certaine durée, et à l'issue de cette durée, d'avoir l'option de l'acheter. D'où location avec option d'achat. Et LLD, c'est une location longue durée, aussi assez souvent utilisée pour les véhicules, avec beaucoup plus de latitude. Donc je loue un véhicule pour une durée, pour un kilométrage donné, souvent avec l'équipement qui va autour, l'entretien, les pneumatiques, l'assurance parfois aussi. Et à l'issue de cette durée, je rends le véhicule. Voilà. Donc en fait, ce sont 3 modes. Je mets de côté le crédit bail pour les entreprises et les professionnels, qui est très répandu. Ce sont 2 modes de location spécifiques qui se développent auprès des particuliers, qui visent finalement à ne plus forcément acheter sa voiture, son véhicule, mais avoir des formules alternatives. Aujourd'hui, le LLD est très utilisé bien sûr dans les entreprises, mais aussi pour les petits véhicules, pour les particuliers. Début de développement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de notre internaute. Parfaitement clair. Merci beaucoup, Alain. Si vous aussi voulez des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme financier, envoyez votre question à Alain Denisot, classeaffaires@telegrenoble.net. Quand le slogan dépasse la signature, c'est le signe d'une immense popularité. On ne présente plus le traiteur intraitable, autant que Ducrot qui se décarcasse ou qu'on est mordu du père dodu. En un quart de siècle, il a fait de son nom une marque reconnue entre 1000. 2 Français sur 3 connaissent ses salades. Il s'en vend dans le pays une toutes les 2 secondes. Pierre Martinet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Si votre entreprise a plus de 50 ans aujourd'hui, ce slogan du traiteur intraitable, il vous suit partout. Il est né en 94. C'est cela même, oui. C'est l'agence de communication de l'époque qui avait créé ce slogan. Et puis, j'ai réfléchi quand même une semaine avant de dire oui, parce qu'intraitable étant un négatif, mais un négatif qui est très positif. Puisque intraitable sur la qualité, c'est complètement positif. Oui, c'est pas uniquement intraitable en affaires, même si c'est un peu vrai aussi. Les affaires, on est à 2 à faire une affaire, donc c'est pas... non, c'est intraitable sur la qualité. En tout cas, c'est un slogan qui vous suit partout. On vous demande de le répéter à longueur de journée. Oui, enfin, c'est vrai que quand je suis à l'extérieur, c'est souvent... Pierre Martinet, il est connu, intraitable, il est autant connu. Alors, bon, il faut dire que vous vous mettez en scène aussi dès 1994 dans les publicités à la télévision. Petit coup de nostalgie, regardez. Pour mes salades préparées, je suis intraitable sur la qualité. Intraitable. C'était Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Parfaitement intraitable. Le premier, c'est un 10 secondes. C'était le tout premier, hein. Tout premier, c'est un 10 secondes, oui. Un 10 secondes, dit-il. Et puis, il y en a eu d'autres après ces publicités qui ont été un vrai tournant. Vous nous expliquerez. Regardez celle-ci encore. La minute du traiteur intraitable. Alors mon Pierre, quelle salade aujourd'hui? Pas une salade, 2 salades. 2 salades? 2. Fais-moi. Les taboulés à la carte. Moitié taboulé oriental, moitié taboulé royal. En échange? Pas question. Égoïste. Non, intraitable. C'était une recette de Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Parfaitement intraitable. Bon, Oui. ces publicités, elles ont signé un tournant, je le disais, hein. Oui, là, c'est vraiment une comédie avec Patrick, avec qui on a lié beaucoup d'amitié, oui. Oui, bon, vous partagez la passion du rugby, hein. C'est cela, oui. Il était à Brive, et puis ensuite, il est venu aussi me rejoindre à Bourgoin, et oui, c'était un grand moment, oui. Cette idée de se mettre en scène dans les publicités, on est dans les années 90, alors c'est vrai que c'est à la mode, à l'époque, les patrons se mettent en scène. Vous n'avez pas été réticent? C'était quand même un petit peu compliqué, mais toutefois, la réaction de Bernard Tapie, qui se mettait en scène et qui disait que le premier commercial de l'entreprise, c'est le patron. Hein. Quand je voyais Antoine Riboud avec son panier et qui présentait, qui n'étaient pas des slogans, mais qui était régulièrement invité avec son panier, avec le pot de moutarde, avec le litre d'eau d'Évian, etc. C'était assez étonnant. Donc c'était bien la preuve qu'un patron doit prendre la première ligne en matière commerciale.
avec cet accent inimitable que vous n'avez jamais cherché à dissimuler ou à faire disparaître. Vous avez toujours été très fier d'ailleurs de vos origines, de votre Bresse natale, fils de paysan. Vous dites, c'est mon terreau. Oui, effectivement, on est dans une région, une Bresse pauvre. Moi, la Bresse louhannaise, c'est une Bresse plutôt pauvre, alors que la Bresse de Bourg, c'est une Bresse beaucoup plus riche, où il y a plus d'entreprises, où il y a des grands restaurants, etc. Bien que il y avait quand même... on est beaucoup plus simple et beaucoup plus de la campagne à Louhans qu'à Bourg-en-Bresse. Fils d'agriculteur modeste, au sein d'une famille aimante, heureuse, mais modeste. Vous êtes l'aîné de 3 enfants. Votre papa a une petite exploitation de 7 hectares. 7 hectares, oui, c'est cela, oui. Oui, donc il avait pris la suite à cultiver des chrysanthèmes, à le faire du poulet de Bresse, donc cultiver un peu de maïs. Il avait une dizaine de vaches. Voilà, c'était très simple, mais voilà, c'était la vie qui était tranquille, quoi. Tranquille. Oui, tranquille. On comptait, mais on ne manquait de rien. Voilà, c'est cela, c'est cela. Une dizaine de vaches, une jument, une famille où on aimait bien manger d'ailleurs. Oui, bien sûr qu'on aime bien manger, mais c'est dans toute la France, je crois qu'on aime bien manger. Vous avez écrit un livre, on y reviendra, une biographie intraitable aux éditions Plomb. Vous y racontez notamment la fête du boudin, quand on tue le cochon une fois par an. Ah oui, mais ça, c'est un moment convivial où toute la famille se réunissait. Donc, nous étions le jour quand l'oncle tuait le cochon. Eh bien, il fallait éplucher les oignons, il fallait préparer le persil, il fallait donner la main à nettoyer. Et donc, il faisait tout. Et le dimanche, eh bien, toute la famille se réunissait. Et oui, on appelait ça le repas de boudin. C'est de là que viennent peut-être les toutes premières recettes ? Non, je pense pas, non. Non, c'est venu un peu différemment. Et puis, je crois que les recettes, je dois dire que la recette du pâté de campagne de mon oncle ou du boudin, c'était quelque chose de vraiment fabuleux. J'aimerais bien les faire aujourd'hui. Ouais. Bon, de cette enfance, vous gardez des valeurs, la valeur du courage, du mérite, de la volonté de réussir, des valeurs qui sont indispensables. Aujourd'hui, quand on est rentré dans le cercle de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, il faut toujours travailler, il faut aller de l'avant. Et un mot que je dis souvent, qui n'avance pas recule. Et donc, c'est d'aller de l'avant et puis même d'aller au-delà des frontières. Oui, le travail. Votre papa avait une belle expression aussi. Papa disait ne travaille pas, le pain se cache. Si on ne travaille pas, on ne mangera pas. Ouais. Votre premier pas d'entrepreneur, c'est tout jeune, vous étiez enfant, à peine adolescent, en achetant une ruche. Ah, ça, c'était pour la communion solennelle. Donc, pour la communion, on était, à l'époque, c'était avec une aube. Et puis, toute la famille venait, donc la messe le matin. Et à midi, eh bien, après le repas, il y avait les cadeaux et il y avait les étrennes. Donc, c'est le parrain qui donnait une chose, la marraine, c'était la montre, etc. Et les autres oncles et tantes, eh bien, ils donnaient de l'argent. Et avec cet argent, je me suis acheté une ruche. Et j'étais passionné, mon papa, et j'allais régulièrement prendre le miel, mais avant, on allait mettre les essaims dans les ruches. Et donc, j'ai acheté une ruche à 12 ans. Et à 13 ans, j'ai mis des abeilles dedans. Et à la suite de ça, à 18 ans, j'avais acheté un rucher dans le Jura et j'avais 50 ruches. Donc, c'était vraiment de l'entrepreneuriat, oui. Exactement. Et puis déjà, le goût pour le packaging, l'emballage, enfin, c'est vraiment les prémices de ce qu'on a découvert après. Oui, parce que quand j'allais dans un hôtel et que je voyais qu'il y avait des pots de confiture, je me dis, mais pourquoi pas des pots de miel? Et c'est de là où j'ai fait faire, dans une entreprise de plastique dans le Jura, et il m'a fait des petits pots pour une capacité de 50 grammes. Et donc, je vendais ces petits pots aux hôtels, et voilà. Exceptionnelle histoire, on en parlerait pendant des heures de ce parcours à découvrir dans cette biographie intraitable aux éditions Plomb, une incroyable success story. Un livre préfacé par votre ami Guy Savoie qui parle de votre audace, de votre enthousiasme, de votre fidélité aussi.
Oui, mais avec Guy, nous nous connaissons depuis bientôt 30 ans. Nous sommes connus sur le Critérium du Dauphiné, je crois que là à côté. Et Guy, eh bien, j'allais déjeuner chez lui et j'ai trouvé qu'il pouvait me donner un petit coup de main à la finition d'une recette, de mettre une épice ou telle chose, etc. Donc, il est aussi conseiller culinaire chez nous depuis très longtemps. 94, c'est une grande année, 94. Grande fidélité en amitié. Alors, votre parcours, je le disais, avant d'arriver à l'empire du groupe Pierre Martinet aujourd'hui, vous avez commencé comme apprenti à 14 ans, vous avez fait le Tour de France. Vous dites dans le livre, hein, j'ai appris le respect, surtout à cette époque-là. Et puis, en 68, vous ouvrez votre première charcuterie en empruntant un peu d'argent à votre ami Roger et à votre marraine. C'est ça, et un autre ami de mon papa. Oui, donc c'était pas une charcuterie, c'était une boucherie-charcuterie. Or, j'étais charcutier. Et c'est là la complexité, c'est que le métier de boucher, c'est un vrai métier où c'est pas qu'on achète les animaux vivants, que ce soit les bœufs, les veaux, les moutons ou les porcs. Et donc, c'est là toute une affaire d'aller acheter vivant. On achetait à la bloc, c'est-à-dire qu'on imaginait que l'animal, il va faire 500 kilos et donc 250 kilos de viande. Et on arrive, l'agriculteur qui connaissait aussi bien que... Et puis on discutait le prix à 6,50 le kilo. Et il n'y avait pas de calculette, hein, donc il fallait calculer. La machine à calculer, c'était dans la tête. C'était voilà tout ça. Mais malgré tout, j'étais dans un village de 1500 habitants Jugerieux, avec 3 bouchers à cette époque. Forte concurrence. Donc une forte concurrence. Donc c'est de là où il fallait aller de l'avant, parce que très vite j'avais une fille déjà, et puis après j'ai eu des jumeaux. Donc tout ça, c'est pas simple. Il fallait faire vivre la famille, voilà. Alors, bien évidemment. Pris là 2 chevaux, 3 tréteaux, 8 planches, et j'ai fait les marchés. Et on vous a vu à côté. À Annemasse, à Oyonnax, à Morestel. Morestel aussi, oui. Vous avez fait le tour avec votre 2 chevaux pour vendre les premiers produits. Alors à l'époque, c'était quoi? Les tripes, déjà le museau? Oui, c'était... le museau, c'était un petit peu après. 74, hein, les premiers. Ça, oui, oui. Et c'était de la viande, beaucoup de la viande salée, du jambon, oui, et un petit peu de sorte de charcuterie. Et j'ai fait un petit musée dans l'usine en arrivant, et j'ai une photo où j'avais fait une fontaine en Saint-Doux, donc de village où je faisais les tournées de boucherie. Et donc, à côté de ça, on voit une galantine de canard à l'orange et de veau aussi, c'était de poulet, pardon, que je dessauçais par le dos, que je farcissais avec du foie gras et de la truffe au milieu. Donc, oui, j'avais quand même une formation charcutier. On faisait vraiment de la charcuterie fine. On reparlera des recettes, parce qu'aujourd'hui, il y en a près d'une centaine qui sortent de Saint-Quentin. Là, ce sont des salades, là, maintenant. Alors maintenant, c'est les salades. Hein. Ça a commencé d'ailleurs avec les premières salades de museau. Hein. Ça, c'était innovant aussi. Hein. Museau de bœuf. C'était très innovant. Oui, museau de bœuf, oui, ouais. oui. Bon, puis après Jugerieux, il y a eu Villeurbanne, le laboratoire de 400 mètres carrés. Vos premiers pas en recherche et développement, avec une marque déposée à l'Institut de la propriété industrielle. Le Mupito. Ah, le Mupito. Ah oui, mais là, c'était un peu compliqué. Oui, le museau se vend l'été en salade, et je cherchais à faire consommer le museau chaud. Et donc, un petit peu comme les tripes. Et j'ai fait donc cette recette avec des olives, avec des oignons. Et donc, il se consommait chaud. Et puis, une bande de copains, ils l'ont trouvé bien, mais bon, bien sûr que c'était d'une autre époque. Mais quand vous le consommiez à peine froid, ça collait dans la bouche, et donc c'était un échec. Et donc, je voulais trouver un nom, parce que un nom qui ait 3 consonnes. Et c'est de là, je pensais bien où la première consonne c'était mu et la dernière c'était to, puisqu'il y avait de la tomate. Et puis, j'ai cherché toutes les... Et c'est là,
me suis dit épi, et puis c'est dit épi, museau et puis tomate. Voilà. Et voilà, ça a été déposé et le nom a été protégé. Bon, après, il y a eu les années 80, l'installation à Saint-Quentin-Fallavier, l'arrivée dans la grande distribution. Aujourd'hui, les salades Pierre Martinet se vendent partout dans les supermarchés, les hypermarchés. Ce site de Saint-Quentin-Fallavier, on va en parler parce que il y a quelques mois, vous avez beaucoup investi sur place, 15 millions d'euros pour agrandir ce site. On va comprendre avec ce reportage. Pierre Martinet, le traiteur intraitable, mais aussi imbattable dans son secteur. Sur un marché en France de 50 000 tonnes de taboulets vendus par an, Martinet en produit déjà 30 000 et il vend une salade toutes les 2 secondes. Mais ça ne leur suffit plus et l'entreprise a investi 15 millions d'euros pour agrandir son site de Saint-Quentin-Fallavier. Une extension de 4 500 m² qui est pour de 1000 mètres pour les bureaux, mais c'est aussi une capacité de production qui laisse 2 lignes de conditionnement, soit 10 000 tonnes de plus, ce qui pose cette capacité d'usine de 35 000 tonnes à 45 000 tonnes. Donc, c'est-à-dire qu'on a un marché qui croît. Il faut se dire aussi qu'on est bien vraiment axé sur le plaisir, sur la santé, et donc il y a une croissance du marché, et bien heureusement. Réputée pour son taboulet oriental, l'entreprise Pierre Martinet propose 90 recettes de salade et a encore faim d'innovation. Des nouveautés qui s'adaptent aux nouvelles habitudes des consommateurs, à la fois dans leur contenu et leur contenant. Avec ces nouveaux emballages en plastique 100% recyclables et sans couvercle, ils réduisent de 250 tonnes leur production de plastique par an. Pour ce qui est des nouvelles recettes, elles sont bio, végétariennes ou même véganes. Le consommateur responsable aujourd'hui, il regarde beaucoup plus tout ce qui est geste pour la planète, tout ce qui est développement durable, donc les questions aussi de proximité. Nous avons bien sûr beaucoup le Made in France, c'est-à-dire que nous favorisons l'agriculture en France et dans nos régions aussi, d'où la betterave, la lentille, le couscous du taboulé aussi, le blé français bien sûr. Et s'il compte encore élargir sa gamme de produits végétaux dans l'avenir, depuis sa conception en 1968, le groupe Pierre Martinet et son créateur du même nom ont déjà su bâtir un empire qui emploie aujourd'hui 710 collaborateurs. Et un site de Saint-Quentin-Fallavier qui fait 2,5 hectares, c'est le siège du groupe. Cet investissement, l'objectif c'était de gagner en capacité de production et d'avoir un stockage plus important pour répondre à la demande plus vite. Oui, c'est pour répondre à la demande, oui, bien sûr. Bien sûr, donc c'est vrai que les années comme 93 où on était très chaud, il fallait travailler 7 jours sur 7, poser des problèmes après de maintenance. Forcément que chaque 24 heures, il y a une séance de nettoyage, mais là, en 2019, l'été, on avait vraiment besoin d'une extension. Elle s'est faite en 2020, année du Covid, mais les travaux étaient lancés et bien heureusement que nous avons cette usine aujourd'hui, enfin cette extension. L'extension qui permet de stocker, je crois, 1400 palettes, donc d'avoir un peu de stock pour répondre très vite à la grande distribution. Oui, c'est ça, 1400 palettes, mais qui ne représentent 2 jours, quoi. Une trentaine de salariés, ça aussi, l'agrandissement du site a aussi coïncidé avec un besoin d'embauche. Oui. Trentaine de salariés qui seront recrutés. Oui, bien sûr. Le recrutement est en cours actuellement. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Quel type de métier ? Et je dois dire que, curieusement, nous trouvons du monde, mais on a des sites tels qu'en Vendée, on a beaucoup de mal à recruter, beaucoup de mal. Parce qu'il faut préciser qu'il y a 5 sites de production partout en France, pour l'ensemble du groupe. Sur ce site de Saint-Quentin-Fallavier, je le disais, 92 recettes sont fabriquées, je crois, c'est ça C'est cela, oui. Oui, parce qu'il y a des recettes à la marque et puis il y a des recettes aussi qui sont faites pour les marques distributeurs. Mais ça veut dire qu'on invente encore des recettes de salade ? Ah oui. Aujourd'hui, on a un plan de recherche qui est important et je dois dire qu'on est
Aujourd'hui, même, je suis tous les jours, voire plusieurs fois par jour, à la recherche pour faire avancer ces nouvelles recettes. Ah, alors, on peut avoir des recettes sur lesquelles vous travaillez. Il y a une nouvelle gamme qui est sur le point de sortir. Alors, je vous parlerai de ce qui existe, de ce qui existera. Je vous en parlerai plus tard. Alors, les dernières nouveautés, par exemple. Les dernières nouveautés, ben, moi, je dirais que la gamme Évasion qui marche très bien, la Berbère ou la Taille, elle marche très, très bien. On a, et les bio aussi, mais ce qui marche vraiment de plus en plus, c'est une gamme qui est végétale, mais protéinée, source de protéines. Source de protéines. C'est-à-dire que, par exemple, dans les lentilles, dans les pois chiches, on a des... Et donc additionné à du quinoa, on a vraiment... Et c'est de là aujourd'hui où le consommateur est de plus en plus flexitarien. Et donc, on est vraiment adapté à ce changement de consommation. L'adaptation encore et toujours. Adaptation aussi, on le disait dans le reportage, hein, pour répondre aux besoins du développement durable avec moins de plastique, notamment les couvercles qui ont disparu. Oui, bien sûr. Et puis des plastiques qui sont travaillés d'une autre façon afin de réduire l'épaisseur. Voilà. Mais enfin, malgré tout, de remplacer le plastique par le papier et le carton, il y a une chose écologique qu'on oublie quand même, c'est que la déforestation, pour faire du papier, on oublie complètement. On oublie que le plastique qui est un résidu, c'est un plastique qui ne sert pas au carburant et donc c'est quand même bien dommage. Hein, et sur le point de vue sécurité alimentaire, hein, donc il est clair qu'il faut qu'il soit recyclable et qu'on l'utilise le mieux possible. Mais déforestation, on parle du climat, on parle de l'eau. Eh bien, on a vraiment besoin d'arbres et donc danger au papier, au carton. Tout doit être pesé, c'est ce que j'entends. Bon, on a parlé tout à l'heure des spots télé. Alors, il y a eu un nouveau spot, hein, il n'y a pas très longtemps. Je propose de le regarder. Être un bon traiteur, c'est être intransigeant sur la qualité. On ne fait du bon qu'avec le meilleur. C'est être impitoyable sur les recettes. Quand c'est bon, il n'y a rien à ajouter, rien à enlever. C'est être irréprochable sur le goût. Il faut prendre du plaisir pour en donner. Voilà, pour être un bon traiteur, il faut être intraitable. Parfaitement intraitable. Et voilà, la signature, elle est là, évidemment. Dans votre biographie, vous évoquez la suite, parce que, bon, vous dites... oui, j'avais noté cette remarque, je voulais vous faire réagir là-dessus. Vous dites, je suis d'une autre époque. Oh ben oui, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai, quand j'écris que... Je trouve d'une exceptionnelle modernité, attendez, moi. Déjà au départ, quand j'allais à l'école, à 5 km, les routes n'étaient pas déneigées, où il fallait prendre un bâton pour enlever la neige qu'il y avait entre le garde-boue et la roue. Aujourd'hui, on n'envoie pas les enfants à l'école, où il y a des bus et qui les emmènent, mais même les bus ne roulent pas sur la neige. C'est quand même une autre époque. Charcutier, on achetait les cochons vivants, on allait à l'abattoir, et donc il y avait quand même des charges. Et même si on faisait 10 heures par jour à 14 ans, ce n'était pas un problème. Donc c'est vraiment d'une autre époque. C'est vrai. Aujourd'hui, quand vous retournez sur votre parcours, 50 ans de carrière, 50 ans d'aventure entrepreneuriale, quel regard vous posez sur votre parcours? Alors, sur mon parcours, moi, il y a une chose que je tiens à dire, c'est quand j'étais gamin, quand j'avais à 14-15 ans, on critiquait les jeunes. Les jeunes, c'est ci, les jeunes, c'est là, c'est là. Et aujourd'hui, malheureusement, on dit toujours la même chose. Eh bien, moi, j'ai toujours fait confiance aux jeunes. Et je continuerai à faire confiance aux jeunes. Votre devise, c'est « oser ». Oser, oui. Oui. C'était le titre du livre que je pensais. Et puis, l'éditeur m'a dirigé vers Intraitable. Ah bah oui, la signature, elle est là. Dans cette biographie, vous évoquez la suite, votre envie de prendre un peu de temps pour vous, pour votre famille, votre envie de faire de la peinture. Oui, je ne suis pas sûr. En tout cas, je suis en train d'écrire un autre livre. Et puis, à côté de ça, la voiture, les courses de voiture auxquelles j'ai toujours la santé, eh bien, me prennent aussi un peu de temps.
du temps à moi, mais aussi à la famille. Et puis hier, on m'a proposé de faire la levée de rideau des 24 heures du Mans. Et j'ai dit à madame, eh bien voilà, je me suis engagé. Je ne te demande pas la permission, mais je te dis ce que je fais. Et elle suit, parce qu'effectivement, après la passion du rugby, il y a la passion de la course automobile qui vous anime aujourd'hui. Un impératif quand même pour la suite, faire en sorte que le groupe reste dans des capitaux familiaux. Alors ça, c'est une chose qui m'est très chère. Moi, je dois dire que c'est facile de vendre l'entreprise, c'est facile d'aller prendre la retraite, mais tous les collaborateurs qui ont travaillé avec moi, de les lâcher d'une part, et puis moi de mon côté, est-ce que je saurais vraiment ne rien faire? Et puis j'ai aussi une fille qui, depuis l'âge de 3 ans, elle dit « Je serai la patronne de mon papa ». Ah ben voilà. Alors, bon, j'espère que ce sera vrai. Bon sang ne saurait mentir. Bon sang ne saurait mentir. Alain, un parcours exceptionnel. C'est incroyable. Enfin, moi, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer il y a 2 ans et demi. J'étais dans une assistance, vous interveniez. J'ai découvert votre parcours que je ne connaissais pas, mais c'est une histoire extraordinaire. Et vous le disiez, d'entrepreneuriat, de courage, beaucoup de courage, d'engagement. Et des entrepreneurs français, comme je pense qu'on peut tous les souhaiter, quoi, je veux dire. Mais vous avez raison sur, je me permets de le dire, sur la dimension familiale de l'entreprise. C'est un gage de résilience, de durée, d'engagement, je pense d'investissement dans la durée. Et je crois que c'est un modèle qui marche très bien. Vous en êtes la preuve. Merci. Exceptionnel parcours, tout n'a pas été toujours facile, une aventure à découvrir dans cette biographie. Pierre Martinet, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Classe à faire, merci. À voir et à revoir sur télégrenoble.net. Merci Alain. On se voit le mois prochain. Christophe. Merci à tous de votre fidélité. À très vite pour un nouveau voyage en classe à faire dans le Club de l'économie en Isère. C'était Classe Affaires avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.